Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, je vous ai donné ici une version courte du titre, je ne me rappelle plus de la version longue d'ailleurs, Vection et neuromodulation alpha par stimulation transcrânienne à courant alternatif. Alors, je m'excuse auprès des collègues de l'équipe Body and Space puisque c'est une présentation que j'ai déjà faite il y a 2 ou 3 mois. Donc si vous avez des SMS à faire, des mails à faire, c'est l'occasion. Il n'y aura pas de dimension clinique ici et je suis un peu à la limite du scope neuropsychologie, neuropsychiatrie, je m'en excuse aussi. Et néanmoins, je pense que cette étude est intéressante à présenter dans une journée labo parce qu'elle met, de mon point de vue, en évidence le fait que on a la chance, en tant que membre du LPNC, d'avoir accès à beaucoup de facilités telles que les plateformes, la plateforme Image par exemple, accès à du matériel expérimental extrêmement pointu et aussi accès à un environnement avec des ingénieurs d'études, des ingénieurs de recherche qui ont des compétences diverses, pointues, et sans qui finalement il y a plein de recherches, dont celle-là, qui n'auraient pas pu être faites. Donc je pense qu'on a vraiment cette chance au LPNC d'avoir accès à tout cela et à toutes ces compétences. Alors, voilà. Alors avant de vous expliquer ce qu'est la vection, je vais vous montrer un petit extrait de film qui s'appelle Top Secret. Un petit. Alors là maintenant, il faut que je trouve comment animer la vidéo. Ouais, ça y est. C'est un film d'espionnage. Bien, dans cette petite séquence vidéo, ce que l'on voit, c'est toute la relativité du mouvement. Et lorsqu'on s'intéresse au rôle de la vision dans la perception du mouvement, eh bien, on est tout de suite confronté au fait que le flux visuel, eh bien, renvoie des informations qui sont ambiguës au sens où elles peuvent renvoyer des informations de notre propre mouvement dans un environnement statique ou de déplacement de l'environnement par rapport à un observateur statique. Et ce qu'on appelle vection, tout simplement, c'est la sensation illusoire de mouvement induite par un flux visuel. Et ici, typiquement, je ne vais pas repasser la vidéo, sinon je vais sortir du PowerPoint, enfin je ne sais pas ce qui va se passer, mais vous avez pu apercevoir que l'acteur, je ne me rappelle plus son nom de famille, voilà, lorsque le flux commence à s'installer, on le voit se déplacer comme si finalement c'était véritablement son train qui se déplaçait. Or, bien évidemment, c'est l'environnement qui s'est déplacé. C'est des expériences que l'on fait tous, soit en voiture, soit quand on prend le train et c'est un train à côté qui se déplace. Et en voiture, typiquement, c'est une voiture à côté qui se déplace et on se jette sur le frein, croyant que c'est nous-mêmes qui nous déplaçons. Alors, il existe différents types de vections. Les vections peuvent être linéaires. Ça, c'est les vections comme ce que je viens de vous montrer avec l'exemple du train ou l'exemple en voiture. Donc, c'est l'environnement qui bouge de manière linéaire. Et on a d'autres types de vections dites circulaires. Soit il y a un flux circulaire autour de l'observateur, soit un flux ici que l'on appelle un flux en roulis par rapport à l'observateur. Et dans tous ces cas de figure ici, on va avoir la sensation illusoire de se déplacer. Et nous, on va s'intéresser tout particulièrement à cette illusion circulaire en roulis, où le participant, face à un flux, lorsque donc la scène tourne, peut avoir la sensation de tourner autour de l'axe entre les deux yeux et peut avoir l'impression de faire des 360 degrés. Mais la particularité de cette illusion en roulis, eh bien, c'est son caractère bistable. Bistable, pourquoi? Si vous demandez à un sujet, vous lui donnez un joystick, vous lui demandez de vous informer de quand il a la sensation de tourner, quand il a la sensation de s'arrêter, eh bien, on va se rendre compte qu'on a une bistabilité du percept avec une alternance de situations pendant lesquelles le sujet a l'impression de tourner, voire même parfois de faire du 360 degrés, et cette situation va alterner avec des situations où le participant a l'impression d'être statique et qu'il y a bien face à lui un flux. Donc vous voyez, vous avez cette alternance du percept, et ce qui est extrêmement intéressant et qui vraisemblablement
ou en tout cas donne lieu à d'importants inconforts, ce qu'on appelle le motion sickness ou encore le cyber sickness qu'on peut avoir dans des simulateurs. Cette alternance peut induire pas mal d'inconfort. Et cette alternance est vraisemblablement liée à un conflit entre deux types d'informations, une information visuelle ici, le flux, et une information vestibulaire. Je pense que beaucoup d'entre vous avez déjà entendu parler du système vestibulaire. C'est tous les systèmes de capteurs qu'on a dans l'oreille interne qui nous permettent de détecter la gravité ou détecter nos accélérations corporelles dans un mouvement gravitaire. Donc on a ici, dans cette situation, typiquement un conflit entre ce que véhicule la vision et ce que véhicule le système vestibulaire qui, lui, vous dit que finalement vous êtes statique et la vision vous dit que vous êtes en mouvement. Donc cette alternance, cette bistabilité, vraisemblablement, est le reflet de ce conflit visio-vestibulaire. Alors, des études ont été faites en IRM où on va regarder un peu le signal BOLD. Et on est arrivé sur un modèle, ce qu'on appelle d'interaction inhibitrice réciproque, qui est lié au fait que lorsque l'on place un participant en IRM, voilà, il y a un morceau de cerveau qui est parti, c'est pas qu'on l'a coupé, c'est que je ne sais pas pour quelle obscure raison il est parti. Lorsque l'on place un sujet en situation IRM, on va observer que face à un flux visuel de la même nature que celui que je vous ai présenté il y a quelques secondes, eh bien on va voir apparaître une activation du cortex occipital, ce qui n'est pas très illogique puisqu'on a une stimulation visuelle quand même forte, donc une augmentation du signal BOLD au niveau occipital. Et en parallèle, on a une désactivation ou une déactivation des zones d'intégration vestibulaire. Donc vraisemblablement, une manière de gérer ce conflit entre les entrées visuelles et les entrées vestibulaires, eh bien finalement, c'est d'inhiber ou mettre sous silence l'une ou l'autre de ces entrées. En l'occurrence, face à un flux visuel, il semblerait que les informations vestibulaires soient inhibées, là où les informations visuelles sont au contraire exacerbées. Et on a un pattern exactement inverse lorsque cette fois-ci on a affaire à des stimulations non plus visuelles mais vestibulaires, soit avec de la stimulation galvanique vestibulaire, c'est-à-dire on place des électrodes, on va beaucoup parler d'électricité aujourd'hui, on place des électrodes sur les mastoïdes, on envoie, on a une cathode, une anode, on envoie un petit courant électrique au niveau des mastoïdes, et bien cela crée une stimulation du système vestibulaire. Et dans ce cas-là, eh bien, on va avoir le pattern exactement inverse, à savoir une désactivation ou une baisse du signal BOLD au niveau des structures occipitales et à l'inverse, une augmentation du signal BOLD au niveau des structures pariétales, dans les zones, on va dire, d'intégration vestibulaire, puisqu'il n'existe pas de cortex vestibulaire à proprement parler. Donc voici ce que l'on appelle le phénomène d'interaction inhibitrice réciproque. Alors, une des limites des études IRM, surtout dans le sujet qui nous intéresse ici, eh bien, vous le savez tous, les sujets sont allongés. Donc ça veut dire qu'ils sont dans une posture qui est perpendiculaire avec l'accélération gravitaire, ce qui pose des problèmes lorsqu'on s'intéresse aux interactions visio-vestibulaires, sachant que le vestibule, entre autres, nous donne ou véhicule des informations de notre position par rapport à la gravité. Donc ça, c'est une première limite. Donc, pour essayer de voir ce qui se passe, on s'est intéressé, il y a quelques années, avec Sylvien Arquiel, Corinne Cian notamment, à caractériser ou trouver une signature des illusions induites visuellement, des illusions de mouvement induites visuellement, avec de l'électroencéphalographie. Et l'intérêt de cette étude, de cette méthode par rapport à l'IRM, eh bien, c'est que tout simplement, on peut mettre les sujets dans la direction de l'accélération gravitaire et non plus avoir les sujets dans une direction qui est perpendiculaire à cette direction gravitaire. Alors, je vais essayer cette fois de voir si ça fonctionne. Voilà. Donc, l'expérimentation était finalement assez simple. On n'était pas en réalité virtuelle, mais on induisait ici un flux visuel face au sujet, un flux qui est suffisant pour induire de fortes illusions de mouvement, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, avec parfois les participants qui rapportent la sensation de tourner autour de leur tête ou la sensation de basculer sans fin
d'un côté ou de l'autre, en général du côté opposé au flux visuel. Et on avait donc cette situation. Donc ici, la stimulation visuelle. Donc ce rectangle ici, c'est la stimulation visuelle, donc des stimulations qui peuvent durer plusieurs minutes. Et ici, on retrouve cette alternance de phase entre je me perçois en mouvement, je perçois l'environnement en mouvement. Et on peut évaluer le percept au travers soit bien de données temporelles. Le sujet a un joystick, il répond oui, je suis en mouvement, et il arrête d'appuyer lorsqu'il n'est plus en mouvement. Et on a des évaluations plus subjectives de l'illusion qui nous permettent entre autres de caractériser l'intensité de l'illusion, à savoir, eh bien, est-ce que vous avez l'impression de faire du 360 degrés? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un mouvement réel plutôt qu'un mouvement... est-ce que vous avez une vraie sensation de tourner ou au contraire une sensation un peu plus subtile? Donc on a des questionnaires qui nous permettent d'évaluer les qualités subjectives de cette illusion. Alors ce que nous avons observé, puisque je vous le rappelle, c'était une étude d'électroencéphalographie. Alors bien évidemment, ce n'était pas ce bonnet ici, c'était un bonnet avec 124 électrodes de mémoire. Et ce que l'on a pu noter dans cette étude, eh bien, c'est que pendant les périodes ici, donc ces périodes illusoires de mouvement, eh bien, on avait une forte augmentation du rythme alpha dans les zones d'intégration vestibulaire et en particulier ici de manière bilatérale au niveau pariétal. Donc on a trouvé en quelque sorte une signature de l'illusion de mouvement ou de la vection avec une signature dans la gamme des oscillations alpha, donc qui sont situées entre 8 et 12 Hz, durant les périodes donc de vection. Ce qui finalement rejoint un peu ce qui avait été trouvé en IRM, malgré le fait que les sujets étaient allongés, à savoir, eh bien, rappelez-vous, face à une stimulation visuelle, en IRM, on a une baisse du signal BOLD dans les zones d'intégration vestibulaire, et ce qui correspond finalement en EEG à une augmentation de l'activité alpha, puisque la baisse du signal BOLD peut être la trace d'une sorte d'inhibition ou une moindre activité au niveau des zones vestibulaires, et l'augmentation du rythme alpha est aussi, ou peut aussi être considérée comme la marque d'une inhibition, et ici une inhibition du signal vestibulaire. Ce qui était intéressant aussi de noter dans cette étude, eh bien, c'est qu'on trouvait une corrélation, entre ce rythme alpha ou l'augmentation du rythme alpha dans les périodes d'illusion de mouvement et les évaluations subjectives, notamment d'intensité de la vection. C'est-à-dire que plus les sujets avaient une vection intense, par exemple avaient la sensation de faire du 360 degrés ou avaient la sensation que c'était vraiment un mouvement réel du corps, eh bien, plus l'augmentation alpha durant les phases de vection était importante. Alors, d'ailleurs, cette étude a été répliquée ou publiée quelques mois après la nôtre. Alors, cette étude a aussi des limites, notamment, la première limite de cette étude, c'est qu'en fait, c'est une étude corrélationnelle. Comme d'ailleurs l'essentiel des études en IRM, c'est une étude corrélationnelle où on met en corrélation une modulation du signal électroencéphalographique et en l'occurrence ici, une illusion ou l'intensité d'une illusion. Donc ici, on ne peut pas savoir si finalement cette augmentation du rythme alpha va avoir pour conséquence une modulation de la vection, ou si ce n'est pas d'ailleurs l'inverse, ou si ce n'est pas la modulation de la vection qui a pour conséquence une modulation du rythme alpha, ou si finalement les deux, bien que corrélants, ne sont pas, finalement pourraient ne pas être, bien que liés, pourraient être indépendants l'un de l'autre. Donc pour aller au-delà de cette limite de l'étude corrélationnelle, nous nous sommes inscrits dans l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui dans une démarche d'inférence causale. Alors inférence causale, qu'est-ce que l'on a fait? Eh bien on s'est dit, si la modulation alpha est la cause de la vection ou de la modification de l'intensité de l'expérience de mouvement, eh bien nous allons aller jouer directement sur les oscillations alpha, dans la zone d'intérêt bien sûr. On va booster ces oscillations alpha expérimentalement et voir si le fait de booster ces oscillations alpha expérimentalement a une incidence sur les caractéristiques de l'illusion. Alors comment on a boosté les oscillations alpha? Eh bien tout simplement en appliquant
au sujet une stimulation transcrânienne à courant alternatif. Donc ça, c'est tout simplement, eh bien, on envoie sur le scalp un courant qui alterne avec une intensité dont je vais vous parler dans un instant. Donc, en quelque sorte, on électrocute un tout petit peu nos sujets. Donc, l'expérience est la même que ce que je vous ai présenté tout à l'heure, qu'on avait fait à l'époque en EEG. Donc, le sujet fait face à un flux qui dure, par exemple, ici, on le voit, 120 secondes, 2 minutes, et il va avoir pour tâche de reporter toutes ces phases et ces illusions. On a aussi des évaluations subjectives, etc. Le montage est le suivant. Donc là, c'est un montage finalement assez simple où on a des électrodes EEG ou des électrodes mixtes EEG-TACS, donc qui permettent à la fois de collecter du signal EEG, mais aussi ce sont les mêmes électrodes qui vont permettre d'envoyer le courant électrique. On a des électrodes spécifiquement EEG et enfin, on a des électrodes spécifiquement TACS, donc un montage assez simple avec seulement 8 électrodes et 2 références ici. Voilà. Donc le montage est finalement assez simple et finalement ça correspond au montage que vous avez ici. Donc au LPNC, on dispose d'un système de stimulation transcrânienne qui peut être couplé à de l'EEG. Bien, donc voici un peu la stimulation qui va être utilisée. Et donc ce que l'on va faire, eh bien, c'est que pendant ces phases de stimulation visuelle, eh bien, on va en parallèle stimuler le cortex du participant dans la zone d'intérêt avec une stimulation donc alternative et on peut définir, c'est tout l'intérêt de ce type de stimulation, c'est qu'on peut définir la fréquence de la stimulation électrique. En l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est les oscillations alpha. Donc on va spécifiquement envoyer des stimulations sur un rythme alpha. L'idée est de booster ces oscillations alpha ou de mimer en quelque sorte des oscillations alpha qui seraient endogènes. Alors, bien évidemment, donc, on a cette condition de stimulation alpha. Donc, on envoie notre courant alternatif à la surface du scalp, donc dans une gamme 8-12 Hz avec une intensité électrique d'1,5 mA. Alors, bien évidemment, il nous faut des conditions contrôle. Donc, on a 2 conditions contrôle dans cette étude. La première condition contrôle, c'est une stimulation de même nature, c'est-à-dire une stimulation électrique à courant alternatif. Mais cette fois-ci, on a changé de gamme de fréquences et on est sur une gamme de fréquences θ qui est une gamme de fréquences qui n'a pas été identifiée comme étant sensible ou en tout cas ne corrélant pas avec les vections. Deuxième stimulation, une stimulation sham, où cette fois-ci on n'a pas joué sur la gamme de fréquences mais sur l'intensité électrique. Donc 2 conditions contrôle, une où on contrôle la fréquence de stimulation, l'autre où on contrôle l'intensité de la stimulation électrique. Et toutes ces stimulations sont calées sur le rythme alpha individualisé. On a tous des rythmes alpha un peu différents. Certains vont avoir un rythme alpha à 8 Hz, d'autres à 9 Hz, 10 Hz, 11 Hz. Donc préalablement à fixer la fréquence de stimulation, eh bien on va individualiser cette fréquence de stimulation sur la base du signal EEG qu'on a, je vous ai dit qu'on pouvait faire de l'EEG avec ce système. On va identifier pour chaque sujet, en lui demandant d'alterner, ouvrir, fermer les yeux, on va identifier pour chaque sujet sa fréquence alpha et ensuite on va caler la stimulation sur la fréquence alpha de chaque sujet. Pour la fréquence θ, eh bien, elle aussi on va la caler, on va tout simplement diviser la fréquence alpha par le nombre d'or, 1,61,8, et qui nous permet, si on divise la fréquence alpha par le chiffre 1,68, ça nous permet de ne pas tomber sur une harmonique du rythme alpha. Donc on est sûr qu'il y a une indépendance dans les 2 stimulations. Et enfin, le sham, eh bien, qui lui est au rythme alpha individualisé, avec une intensité plus faible. L'hypothèse étant que, eh bien, on fait l'hypothèse que la qualité de l'illusion va augmenter spécifiquement avec la stimulation alpha-TACS et non pas avec la stimulation θ-TACS ou encore le sham. Alors, en parallèle, tous les sujets ont fait un IRM.
de manière à pouvoir, pour chaque sujet, modéliser la pénétration de la stimulation électrique au niveau cortical, puisqu'on a tous des boîtes crâniennes différentes, avec des épaisseurs différentes. On a tous plus ou moins de masse grasse, masse, épaisseur du scalp, etc. Et tous ces différents tissus affectent la pénétration du signal électrique. Donc sur la base de l'IRM, on va pouvoir modéliser pour chaque individu la pénétration du signal électrique dans son cerveau. Alors, voici les résultats de cette modélisation. Donc là, c'est pour un participant. La première chose que l'on note lorsqu'on modélise cette pénétration au niveau cortical, eh bien, c'est qu'on a une activation qui est supérieure à 0,4 volts mètre pour chaque participant, sachant que pour voir des résultats in vitro, quand on fait chez l'animal et qu'on place des électrodes au niveau cortical, eh bien, on voit déjà des activations à partir de 0,2 volts mètre. Ça veut dire qu'on est au-dessus de ce seuil. Enfin, ce qui est intéressant dans ces modélisations, eh bien, c'est qu'on voit qu'il y a un assez bon overlap entre la modélisation et finalement les zones d'intérêt qui sont les zones où on avait trouvé dans la situation d'illusion une augmentation du rythme alpha. Et dans la situation sham, eh bien, la modélisation met en évidence qu'on n'a rien au-dessus de 0,2 voltmètre. Donc là, on ne s'attend de fait à aucun résultat. Alors, j'arrive au résultat. Première chose bonne à savoir, c'est que 22 sujets ont supporté l'étude, sont allés jusqu'au bout de l'étude. Alors, ils ont parfois l'impression qu'on leur brûle un peu la tête, parfois l'impression qu'on leur tire un peu les cheveux. C'est la stimulation électrique qui fait ça, mais globalement qui était satisfait de participer à l'étude. Bon, on n'a pas trop creusé le niveau de satisfaction, mais en tout cas c'était supportable. Pourquoi c'est supportable? Eh bien, entre autres parce que, je ne voulais pas mentionner tout à l'heure, on n'envoie pas une stimulation électrique comme ça en un coup. On fait une rampe pendant 1 minute qui laisse au sujet le temps finalement de supporter ce qui pourrait sinon être assez insupportable. Si vous attaquez tout de suite à 1,5 mA, je pense que tous les sujets vont arracher le casque tellement c'est insupportable. Mais avec une rampe et en les motivant bien, en détournant leur attention, c'est supportable. On a un sujet, on a perdu un sujet quand même, ça c'est la mortalité expérimentale, hein, on le sait, on en a tous dans nos études. Une personne qui a fait un malaise vagal et qui a vomi dans tous les côtés du laboratoire. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que cette personne a eu un malaise vagal et a vomi avant même qu'on ait commencé la stimulation électrique. À la seule vue de la scène qui tourne, elle nous a déjà redécoré le laboratoire. Donc finalement, on finit avec 22 participants. Et voici les premiers résultats. Donc là, le premier résultat, c'est l'intensité, je vous ai dit, sur un questionnaire relatif à l'intensité perçue de l'illusion. Eh bien, qu'est-ce que l'on note? Eh bien, effectivement, si on regarde, c'est peut-être plus simple si vous regardez ici, soit sur les médianes, soit sur les distributions. Qu'est-ce que l'on note? Eh bien, que l'intensité de l'illusion est plus forte lorsque les sujets sont soumis à une stimulation alpha, donc à un entraînement des oscillations alpha corticales, comparativement à nos deux conditions contrôle, θ-TACS ou sham, qui, elles, ne diffèrent pas l'une de l'autre. Par contre, les deux diffèrent bien de la condition alpha-TACS. Donc ça, c'est le premier résultat qui va tout à fait dans le sens de nos hypothèses. Par contre, sur les deux autres paramètres, je n'ai pas tout détaillé tout à l'heure, mais sur la durée des illusions ou sur le nombre d'occurrences des illusions, puisque c'est quelque chose de bistable, là, par contre, on n'a aucun effet de la stimulation alpha comparativement à nos deux conditions contrôle. Donc, pour terminer, il semble bien, et c'est tout l'intérêt de cette étude, qu'il existe une relation causale. Et cette fois-ci, notre étude nous permet de s'inscrire dans cette inférence causale. Donc il semble bien qu'il existe une relation causale entre les oscillations corticales alpha et l'intensité de l'illusion de mouvement. Et l'augmentation d'alpha reflète très vraisemblablement l'inhibition des zones d'intégration vestibulaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pourquoi, par contre, on n'a pas d'effet sur l'occurrence et la durée? Alors là, c'est vraisemblablement une limite liée à la stimulation électrique à courant alternatif, où en fait des travaux assez récents mettent en évidence que l'ATS est efficace pour moduler des oscillations neurales en cours. Donc quand quelque chose est en cours, eh bien, on va arriver à les booster ou éventuellement à les
dégrader un tout petit peu. Mais par contre, la stimulation de type TACS semble ne pas être en capacité de moduler quelque chose de manière exogène, un rythme. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'illusion, ce n'est pas la TACS qui va induire une illusion ou qui va stopper l'illusion ou qui va faire durer plus longtemps l'illusion. Par contre, quand l'illusion est en cours, eh bien, ça va moduler, on l'a vu, l'intensité de cette illusion. Donc finalement, cette absence de résultat qui concerne la durée ou l'occurrence, eh bien, on peut comprendre que ce ne soit pas affecté par la TACS. Voilà. Dernière chose, et je vais vite parce qu'on m'a déjà signalé qu'il fallait que je rende l'antenne. Intérêt de ce type d'études, alors il n'y en a pas énormément, sinon un intérêt fondamental. Néanmoins, en général, on finit toujours en essayant de trouver une application. Alors, il peut y avoir des applications, je doute que ça marche dans les années qui viennent, voire les décennies, mais bon, il faut toujours donner une application. On pourrait penser que dans les simulateurs, parce que les simulateurs, parfois c'est un outil de travail pour les pilotes, par exemple, eh bien, dans les simulateurs, il est important d'avoir un sentiment, ce qu'on appelle, c'est vrai aussi pour l'ensemble des techniques de réalité virtuelle, d'avoir un sentiment de présence, c'est-à-dire d'être vraiment dans l'environnement, être vraiment dans la scène. Et eh bien, peut-être que des simulations de type TACS permettraient de renforcer cette sensation qui est induite par l'environnement visuel, hein, on est dans le même cas de figure de l'avection, eh bien de renforcer ce sentiment de présence pour renforcer finalement l'efficacité de ce type de simulateur. Eh bien, je termine. Je vous remercie de votre attention et je remercie bien évidemment aujourd'hui Martine pour tout ce qu'elle a pu apporter à l'Université de Savoie et au département de psychologie. Merci Martine.